de beaucoup d'acteurs du territoire, dont la métropole Nice-Côte d'Azur, le Monaco Economic Board, des acteurs de l'innovation comme Village Baïséa, Monaco Tech, l'accélérateur Alliance, l'incubateur PACA Est, des acteurs de l'innovation tels que Télécom Valley, Pôle SCS. On a énormément d'acteurs et depuis le début de l'année, on s'est mobilisé sur un certain nombre d'événements, le CES, le South by Southwest, la Foire de Hanovre, Vivatech, le Festival de Cannes, le MIPIM et aujourd'hui Industria et la semaine dernière l'International Blockchain Stampede. Donc un agenda très chargé et on adresse beaucoup de thématiques et l'objectif c'est de relier l'écosystème local de la Côte d'Azur avec l'écosystème international francophone pour le village francophone mais aussi anglophone pour le My Global Village. Encore de très nombreux rendez-vous événementiels, mais là, et donc ça c'est un appel que nous lançons aujourd'hui, eh bien effectivement, l'idée c'est pas à chaque fois de tout réinventer, on va retourner à la SITL, on va retourner à la Hannover Messe, on retournera sur des événements et souhaitons-le sur Industria aussi. Donc l'idée c'est qu'à l'année, eh bien les champions de la supply chain, les champions de l'innovation soient là, et ça ils sont avec nous sur le plateau, et qu'à l'inverse, eh bien les acheteurs, les filières métiers et les directeurs de la supply chain, eh bien certains sont avec nous ici ou en ligne, eh bien, puissent être en relation pour eh bien, proposer leurs attentes et également, bien entendu, puisque dans quelques minutes, à 12h30 précises, eh bien, nous aurons une session de pitch, eh bien, pour que les supply chain managers puissent en permanence évaluer, certifier toutes ces techs, les meilleures techs francophones que l'on va se charger tout au long de l'année d'accélérer. Un grand merci. Julien, je vous retrouve tout au long de la journée sur d'autres focus. Merci pour tout ce qui est fait sur le territoire. Et je peux vous dire que le collectif Côte d'Azur Monaco eh bien, est un des plus dynamiques des 100 territoires qui aujourd'hui, dans 19 pays, 35 régions, fonctionnent en mode d'intelligence collective, puisque c'est bien ça dont il s'agit. Voilà, le programme, vous le connaissez. Alors, on va faire en alternance la présentation d'acteurs sur le plateau et d'acteurs à distance. Je commence tout de suite par vous présenter quelqu'un qui, alors on l'a nommé le grain de sel, Laurence Vanin. Elle aura pour le devoir tout au long de la journée eh bien, de mettre son nez dans tous nos débats. Laurence, présentation, quelle va être votre mission aujourd'hui? En fait, moi, je représente l'Université Côte d'Azur. Je suis titulaire de la chaire Smart City, philosophie et éthique, donc qui reprend les grands sujets qui occupent les acteurs des territoires, qu'ils soient politiques, du secteur public ou privé. Et nous sommes là pour réfléchir à la place de l'humain, mais pas simplement pour le dire de manière générique, mais à la place de l'humain dans la ville du futur. Donc, il faut repenser la totalité des systèmes selon nous. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'être là parmi vous, bien évidemment, parce que le secteur industriel, les entreprises, ce sont les acteurs forts de la puissance économique. Et derrière, on peut aussi penser plus largement la finance. Ça nous interpelle beaucoup et c'est bien de pouvoir dialoguer avec vous, d'échanger avec vous. Et le grain de sel aujourd'hui, je vais essayer d'être un grain de sel. Je ne sais pas si ça sera le cas, mais en tout cas, peut-être de poser des concepts parfois ou d'amener des points de vue qui sont peut-être un peu néophytes ou un peu naïfs, mais qui sont celles de l'homme du sens commun quelque part. Et quand on questionne, parfois, ça amène à repenser les problèmes autrement. Parfois, ça gratouille un petit peu. Ah voilà, je n'ai pas osé dire le grain de poivre, mais pourquoi pas. Allez, le grain de sel, le grain de poivre, on jugera à la fin de cette journée. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Et bravo pour cette dynamique autour de la Smart City, qui est évidemment un des axes d'excellence du territoire. Merci. Autour de la table, d'autres acteurs dans quelques instants, mais maintenant, on va se rendre du côté de Lille, je crois, pour donner la parole à notre partenaire média officiel, Stratégie Logistique, et son directeur. Bonjour Gilles Solar, est-ce que vous êtes avec nous, Gilles? Alors, est-ce que j'ai perdu Gilles entre-temps? Je ne l'ai pas sur mon moniteur. Si, je suis là. Ah, bonjour, tout va bien. Bonjour Gilles. Alors par contre, ton fond est un petit peu très immersif. Il faut te rapprocher de la caméra, sinon tu disparais derrière le fond. Un mot sur Stratégie Logistique, un magazine qui couvre tout au long de l'année l'innovation et notre sujet du jour. Voilà, Stratégie Logistique vient de sortir son 190e numéro. Voilà, ce qui veut dire que nous ne sommes pas loin du 200e numéro de Stratégie Logistique et de ses 25 ans d'existence. Nous adressons à 5 000 lecteurs, 5-10 000 lecteurs, je dis 5 000, mais 5 à 10 000 lecteurs,
les grands lecteurs de la logistique et de la supply chain. Voilà, nous avons un site internet, une newsletter, et nous venons de lancer un annuaire qui permet de stocker des adresses, mais également les communiqués de presse, les nouveaux produits, etc. Voilà. Eh ben, merci. Gilles, je ne sais pas s'il y a moyen d'avoir plus de lumière parce qu'en fait, on voit vraiment un effet très psychédélique. On n'aperçoit pas ton visage. En tout cas, un grand merci. Mon visage n'a aucun intérêt, tu sais. Voilà, c'est ta modestie naturelle qui s'exprime par ce fond voilà, très original. En tout cas, merci à Stratégie Logistique qui met vraiment tout au long de l'année à l'honneur les experts, les meilleurs spécialistes. Alors ici sur le plateau, je vais continuer les présentations un peu plus rapidement parce qu'on a pas mal de choses à voir ensemble. Donc Virginie Voirin, bonjour. Novalis en 22 secondes, 3/10. Alors, Novalis Conseil, en fait, apporte son expertise dans le domaine de la supply chain. On accompagne les entreprises industrielles pour leurs projets de transformation. Et puis, on aide effectivement à développer les compétences des collaborateurs dans ce domaine-là. Eh ben, merci d'être avec nous. À vos côtés, eh bien, alors là, on change. Là, vous allez dans quelques instants, vous pitcherez dans quelques dizaines de minutes ici même sur ce plateau avec les autres intervenants qui interviendront à distance. Et donc, à vos côtés, eh bien, un invité, un expert justement pour la société Rani. Laurent, bonjour, Laurent Bourgard, et bienvenue sur le plateau. Bonjour. Alors, présentation. Donc, je suis le responsable des achats et de la logistique chez Rani, un groupe familial de 94 ans. On fabrique des luminaires et des solutions d'éclairage intelligentes. Donc, la Smart City est tout particulièrement notre domaine d'évolution future. Et voilà. Eh ben, merci par avance pour ce témoignage, cette analyse. Et puis également, merci parce que vous allez rejoindre les jurés qui vont, avec nos experts à distance, eh bien, évaluer la grosse dizaine de candidats du jour. Allez, à vos côtés, eh bien, également, non pas à vos côtés, on va maintenant se rendre du côté de Nantes avec Samuel. Bonjour Samuel. Bonjour Marc-Lionel, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Ah ben nous aussi, et puis on était ensemble il y a quelques jours maintenant à la SITL, le grand rendez-vous annuel francophone du transport et la logistique, où vous nous avez présenté eh bien, l'entrepôt 4.0. 4.0. Alors on en parlera dans quelques minutes, mais déjà pour nous mettre en haleine, l'entrepôt 4.0 en 4 secondes, 3/10, c'est quoi ? Waouh! Donc, juste une petite introduction. Moi, je suis CTO de TeamCode. En fait, on est une société spécialisée dans l'intégration de solutions supply chain. L'entrepôt 4.0, l'idée, c'était vraiment de partir des cas d'usage des clients et puis de construire à partir d'un réseau de partenaires des solutions associées à ces cas d'usage et de les mettre concrètement en démonstration et de les présenter. Donc, c'est un écosystème de partenaires et de solutions associées et issus de cas d'usage. Et il y a d'autres éléments aussi associés à ce. Eh ben, un grand merci. Voilà. Vous intervenez quand vous voulez. Alors, on va donner quelques petites confidences sur le pilotage de ces conférences. Ça se fait sur Zoom, donc vous pouvez nous faire signe si vous voulez intervenir sur mes questions ou au contraire, si vous voulez à un certain moment prendre la parole. Vous avez la petite main, vous demandez la main, pensez à l'enlever, sinon elle apparaîtra à l'écran. Voilà, suite des présentations. Je n'aperçois pas tout le monde sur mon moniteur. Yann Brignol, bonjour et bienvenue. Bonjour à tous. Alors, donc, présentation. Alors, petite présentation. Donc, je m'appelle Yann Brignol, je suis ingénieur de formation et ça fait une quinzaine d'années que je suis directeur des achats et logistique pour un groupe de prêt-à-porter pour hommes. Et aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément de logistique aval au travers d'un projet avec l'internalisation de la logistique par l'acquisition ou tout du moins le développement d'un WMS. Voilà. Merci beaucoup. Qui ai-je oublié à distance parmi nos intervenants? J'aperçois Sébastien, j'aperçois d'autres noms. Bon, qui est avec nous pour ce débat? Oui, bonjour à tous. Donc, Sébastien Mojus en charge de la partie commerciale chez Univertus Technologies. Et aujourd'hui, effectivement, je vais présenter un peu tout à l'heure tout ce qui est autour de la traçabilité de la supply chain. Tout ce qu'on fait aujourd'hui. Ce sera dans quelques minutes également. Je crois que vous êtes en compétition pour les pitchs, c'est bien ça? Exactement.
C'est super. Alors, vous allez voir que nous, les compétitions, on n'est pas comme des compétitions de start-up. Alors, il me reste 2 intervenants pour ce débat. Fabien Renaud, président et consultant de Silog. Bonjour, Fabien. Bonjour, Fabien Renaud. Donc, Silog Conseil est une société qui accompagne les entreprises et les industries dans leur transition énergétique en travaillant sur la réalisation d'un bilan carbone, puis la mise en place d'actions pour optimiser la chaîne logistique en réduisant les émissions. Last but not least, Michel Deschamps, bonjour. Présentation. Bonjour, Michel Deschamps. J'ai créé la société MDES pour accompagner les entreprises vers l'excellence industrielle à travers les améliorations continues et le lean manufacturing. Quand on dit lean manufacturing, on dit tension des flux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la partie logistique et supply chain est très, très importante sur cet axe de chasse au gaspillage. Allez, on est parti pour notre débat. Donc, intervient qui veut. Hein. Si vous avez évidemment à tout moment des contributions, vous me faites signe à distance, vous me faites signe sur le plateau. On va commencer tout de suite par dresser le portrait robot de la supply chain, du transport, de la logistique. Aujourd'hui, en 2021, à l'issue d'une crise Covid qui a révélé de nouveaux flux, on parle désormais d'omnicanal et c'est devenu la règle pour le commerce, pour l'industrie. Donc, messieurs, mesdames, donnez-nous le portrait robot de cette supply chain aujourd'hui, en 2021. Qu'est-ce qui a vraiment changé et qu'est-ce qui reste vraiment fondamental? Qui veut commencer à témoigner? Alors, soyez pas timides, on est entre amis ici, il y a du public, il y a nos communautés francophones qui nous regardent, mais c'est une chaîne de confiance. Allez, c'est parti. Fabien, demande la parole. De mon point de vue, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé et on peut le constater aujourd'hui où il y a la Chine qui tousse sur l'approvisionnement des matières premières, l'approvisionnement des produits transformés, et nous, derrière ici, on arrive à ne plus produire, on arrive à ne plus fournir nos clients. Donc finalement, Covid ou pas Covid, j'aurais tendance à dire que rien n'a changé. Il y a des flux. Mais par contre, on prend conscience qu'il va falloir que l'on change. On l'a vu avec les masques, où on a acheté des masques en Asie. Et maintenant, on est en train de se dire que ce serait peut-être bien d'avoir un minimum de stock et de production en France ou en Europe. La relocalisation qui, à une époque, n'avait qu'une logique financière, elle devient presque une logique de survie. Alors oui, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui bouge? Voilà, j'ai presque envie de me retourner. Je ne sais pas si Gilles veut, lui qui est un observateur vraiment permanent d'une profession, est-ce qu'on peut dire que la Covid a changé la supply chain et notamment la supply chain industrielle, ou est-ce qu'on peut dire que rien de nouveau sur le soleil, il faut que ça rentre en vrac, il faut que ça sorte de manière manufacturée? Qui veut témoigner sur cette évolution, sur le portrait robot de la supply chain industrielle? C'est parti. Samuel veut dire un petit mot, Gilles également. Allons-y, Samuel, Gilles par la suite. Ce qui a fondamentalement changé. Alors allons-y, Gilles peut-être, qui prend la parole. Ce qui a fondamentalement changé depuis 20 ans, c'est l'irruption de la supply chain dans la logistique, c'est-à-dire la supply chain n'existait pas il y a 20 ans, ou n'existait quasiment pas. Je rappelle que la logistique, c'est tout ce qui est le traitement physique des marchandises, donc le transport, le stockage, etc. Et la supply chain, c'est tout ce qui est traitement de l'information qui précède, qui accompagne et qui suit la marchandise. Et ce traitement de l'information a démarré avec l'informatisation simplement de la société, et que c'est aujourd'hui ce qui est devenu, c'est absolument fondamental dans le fonctionnement des économies aujourd'hui. Une donnée fondamentale. C'est une nouvelle couche qui est venue au-dessus de la logistique, sachant qu'il peut y avoir d'autres couches qui vont venir ensuite compléter cette couche-là, comme la value chain, par exemple, qui est tout ce qui est traitement financier correspondant à cette logistique et cette supply chain. Voilà. Chaîne de valeur, évolution. Qui veut témoigner? Samuel, vous vouliez également contribuer? Oui, je voulais évoquer le fait que finalement, par rapport à ce que vous évoquiez sur le Covid, l'évolution de la supply chain a déjà eu lieu avant. Ce qui s'est passé avec le Covid, c'est que ça a exacerbé un peu certains éléments. C'est-à-dire qu'on a eu besoin d'encore plus de prédiction, de visibilité au niveau de la supply chain. On en avait besoin auparavant, mais ça a été exacerbé par rapport à ce qui s'est passé au niveau du Covid. Et donc, ce sont des éléments à considérer et qu'on a vu, nous, à travers les témoignages de nos clients sur des nouveaux cas d'usage, ou enfin, en tout cas, la volonté d'avoir une meilleure visibilité, un pilotage de leur supply chain. Effectivement, un besoin. Alors, je ne sais pas, oui, également. Donc, tout ce qui a été dit est parfaitement exact. Aujourd'hui, d'un point de vue purement opérationnel, on peut voir une raréfaction des canaux d'approvisionnement, une limitation
la disponibilité des containers ou des avions à cause du Covid. Donc, ce qui ralentit clairement la supply chain et ce qui oblige les gens à trouver des nouveaux canaux d'approvisionnement pour pouvoir produire en France et simplement servir les clients. Démultiplication des canaux, donc effectivement un enjeu clé. Alors oui, également, oui, portrait robot toujours. Alors, en tant que plutôt qu'utilisateur, hein, puisque moi je vais être plutôt au cœur de la production, mais ce qui est vraiment important, c'est ce qui a apporté un plus dans la supply chain, c'est vraiment la digitalisation, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que des contraintes, il y en a tous les jours, on a vécu tout un tas de contraintes et aujourd'hui on a des nouvelles, mais si on a un outil qui est performant, si un outil qui est bien paramétré, si un outil qui est adapté, qui correspond vraiment à nos besoins, c'est vraiment ça le plus. Aujourd'hui, on ne peut faire aujourd'hui une entreprise performante, une entreprise, moi je travaille sur le Lean, une entreprise Lean sans avoir cette partie supply chain, cette partie ERP qui soit bien paramétrée et adaptée à l'entreprise. Un supply chain manager aussi agile que son système d'information. Alors, sur la SITL, on travaillait alors uniquement sur une seule partie cette année de la supply chain qui était l'entrepôt. On aurait pu étendre l'approvisionnement amont, la supply chain, la reverse, etc. Mais déjà, rien que là-dessus, on avait 5 ou 6 mots-clés. J'aimerais vous voir réagir, mesdames et messieurs les experts, les invités, sur ces mots-clés. Le premier, c'était alors effectivement le mot vert, une stratégie, une supply chain de plus en plus verte, de plus en plus respectueuse de l'environnement. Est-ce que ça reste de supply chain greenwashing ou est-ce que le mouvement est véritablement donné? Comment vous le vivez, mesdames et messieurs? Qui veut réagir? Alors, allons-y. Aujourd'hui, le mouvement, il est donné par les grands groupes qui sont un petit peu contraints de faire des efforts sur leur bilan carbone et leur émission de gaz à effet de serre. Ils ont des comptes à rendre à leurs actionnaires, à leurs sociétés de notation surtout. Et même réglementaires, les plus de 500 équivalents temps plein doivent réaliser un petit bilan carbone, scope 1 et scope 2. Donc ensuite, ces sociétés-là qui vont avoir des comptes à rendre pour leur groupe ou pour leurs actionnaires doivent mettre en place des actions de réduction et de fait ne peuvent pas le faire tout seuls. Donc elles sont obligées d'embarquer avec elles leurs fournisseurs et leurs clients. Donc c'est comme ça que petit à petit, la chaîne commence à se verdir réellement. Mais ça s'embarque tout doucement quand même et c'est en train de se mettre en œuvre, tout à fait. Très bien. Sur le mot vert. Moi, j'aimerais réagir déjà, même sur ce que vous avez dit jusqu'à présent, à savoir que les mentalités doivent changer aujourd'hui parce qu'il y a eu une accélération du temps avec la crise qui a fait prendre conscience de la fragilité et de la vulnérabilité des systèmes qui n'ont pas toujours été résilients. Ça pose un problème effectivement d'autonomie dans les matières et cette autonomie ramène à des pouvoirs aussi, à de la gouvernance qui indirectement influe aussi sur les acteurs de l'industrie. Et puis, vous parlez du vert, je pense qu'il y a une conscience collective internationale, j'ai envie de dire, des impératifs. On parlait d'anthropocène avec un côté catastrophique, mais on pourrait le penser simplement en étant plus optimiste, mais en se disant quand même que nous vivons dans un monde dont les ressources sont rares, elles vont s'amenuiser petit à petit. Comment allons-nous nous repenser? Comment allons-nous revivre, ou en tout cas vivre autrement les choses? Et ça m'amène à un autre sujet qui est le concept qu'on utilise en philosophie de local. Il nous faut du local pour pouvoir être dans l'autonomie. Et en même temps, comme on ne peut pas faire sans les autres, il faut du global, mais en organisant, c'est ce que vous faites apparemment. Et c'est compliqué parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même eu des pénuries. Il y a des difficultés à surmonter et les systèmes qui doivent normalement se compenser ne sont pas toujours assez résilients, me semble-t-il. En tout cas, c'est une analyse. Et puis, on pourrait parler, quand on parle de Smart City, du dernier kilomètre, ces enjeux, effectivement, qui vont être majeurs et qui sont un petit peu plus domaine du commerce que de l'industrie. Alors, sur le vert, on pourrait évidemment consacrer une émission entière sur le sujet, mais c'est quelque chose de lourd aujourd'hui. Comment on le vit? Séquence vérité, hein. On peut tous dire on est entre amis. Hein. Alors, on est entre amis. Lourd, non, c'est une volonté. Moi, j'ai la chance de travailler dans une société qui met ça en avant. Au-delà. La société Rani fait quoi, pour le rappeler? Elle fabrique des luminaires, luminaires d'extérieur. Et avant la préconisation qu'on a sur les appels d'offres des marchés publics, etc., c'est une volonté de la direction des actionnaires d'être contributeurs et de la recherche. On est membre du Global Compact, on a une vraie politique RSE, mais une véritable. On met en place des certificats green, réels, certifiés par des laboratoires externes. Voilà, c'est une volonté qui doit être prise, et comme disait Madame de chacun, c'est une conscience
personnel et global et local également. Je peux ajouter une chose, c'est que le groupe Rani est très impliqué puisqu'ils sont partenaires Millennium de la chaire. Ils sont avec nous depuis plus de 2 ans et demi puisqu'on a lancé le projet ensemble. Et c'est vrai qu'il y a une réflexion du groupe Rani incontestable sur ces questions d'environnement et sur l'impératif qu'il y a à repenser certains systèmes qui s'épuisent un peu ou s'essoufflent un peu. Alors, on pourrait évidemment rester sur ce focus. On avait un autre mot-clé, évidemment, c'est la robotisation. Alors ça, effectivement, un entrepôt robotisé, est-ce que, comme on l'a lu dans les colonnes de stratégie logistique, imaginez qu'un jour, à court, à moyen terme, on ait une logistique entièrement robotisée de bout en bout. De l'arrivée, les véhicules, on est un peu dans, c'est peut-être pas vraiment la science-fiction, mais beaucoup d'éléments, toute la chaîne la chaîne de picking, de préparation, tout dépend des métiers, et puis la distribution, on a vu cette année l'émergence de droïdes de livraison urbaine, etc. C'est de la science-fiction, c'est Star Wars. Comment vous la vivez, cette robotisation des chaînes de fabrication, mesdames et messieurs les spécialistes? Qui veut témoigner? Sur la partie robotisation, en fait, ce qu'on voit beaucoup arriver, c'est aussi ce qu'on appelle les cobots. En fait, finalement, c'est des robots collaboratifs qui vont plutôt aider l'humain et qui vont apporter du service dans le domaine de la supply chain. Et ça, c'est des choses qu'on voit vraiment se développer énormément. Très bien. Important. Sur la robotisation, Gilles Solar? Oui, il existe déjà aujourd'hui des entrepôts qui sont totalement robotisés, avec de la palettisation. On a vu des entreprises comme Scalog, Exotech qui nous proposent, évidemment, ce sont des Vitron qui proposent des systèmes de robotisation. Nos cousins flamands de Stau, les Allemands également, proposaient vraiment des chaînes très, très innovantes. On y va vers des entrepôts sans aucun humain à l'intérieur. Si je fais un peu de… Pas sans aucun humain, ce ne sera pas possible. Il y aura toujours je veux dire, l'entrepôt, il monte en gamme. Je veux dire, effectivement, les manutentionnaires d'hier qui transportaient des tonnes et des tonnes de marchandises tous les jours vont être effectivement remplacés par des robots. Mais ces mêmes manutentionnaires vont devenir des pilotes de flux, avoir d'autres fonctions dans l'entrepôt. Il y en aura sans doute moins parce que les tâches pénibles… Ouais. Donc effectivement, cette montée en charge de la robotisation, je lisais des chiffres comparés entre l'Europe du Nord. Alors c'est marrant parce que selon les stats, je ne sais pas si vous avez comme moi, mais parfois la France, elle se situe dans l'Europe du Nord et parfois elle se situe dans l'Europe du Sud. Et hélas, j'ai vu que sur le taux de robotisation de nos entrepôts, on était vraiment Europe du Sud, c'est-à-dire on est vraiment pas bon en décrochage par rapport aux pays du Nord. Alors est-ce que c'est dû à un phénomène qu'on commence à découvrir maintenant en France, qui est vraiment cette avancée vers le plein emploi, où les ressources sont de plus en plus rares, les ressources humaines, et donc chères, ou est-ce que c'est culturel, le retard de la France sur la robotisation de ces entrepôts? Est-ce que quelqu'un veut témoigner sur le sujet? Yann a peu parlé, mais oui, allons-y. Oui, non, c'est le même retard qu'il y a sur la robotisation en général. En général, oui, tout à fait. Ces pays du Sud, l'Italie, l'Espagne, la France, ils sont en retard par rapport à l'Allemagne, par rapport à d'autres pays qui sont plus au nord. Mais donc, ce retard, on l'a aussi bien sur les robots classiques ou même la cobotique. Et derrière, on va l'avoir en logistique. Ce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est que cette robotisation, alors, effectivement, elle est très médiatisée aujourd'hui. On voit beaucoup d'entrepôts qui sont 100% automatisés. Mais derrière, il y a une problématique de fiabilité du système. Il y a de maintenance du système. Il y a un système d'obsolescence des systèmes. Donc aujourd'hui, cet investissement sur des robots, des systèmes automatiques, il est assez lourd. Et derrière, est-ce qu'on a suffisamment confiance dans la fiabilité et dans la durabilité de ce type d'équipement? Parce qu'ils évoluent tous les jours. Tous les jours, on voit des innovations. Mais si on doit changer tous les 5 ans de système automatique, donc je pense que les industriels sont un peu frileux sur cet aspect-là. Parce que derrière, il y a des coûts en maintenance et en remplacement de matériel qui va être encore plus innovant, une course à l'innovation qui doit freiner quand même une partie des industriels. Il y a une mutation des métiers. Donc, il faut accompagner les changements aussi dans les mentalités et puis faire comprendre que les nouveaux métiers seront peut-être des métiers où, comme le disait tout à l'heure un intervenant, il y aura peut-être moins de charges à porter pour les humains, ce qui est quand même mieux pour eux. Les robots le feront, mais ça veut dire qu'il faut évoluer, trouver un autre métier qui accompagne le robot et donc retrouver une place de l'humain essentielle dans toute cette chaîne en fait, de cette production. Chaîne en Provence. Alors Yann hoche la tête. Yann, c'est le moment de réagir.
Non, c'est vrai que je ne veux pas être à contre-courant de ces innovations. C'est vrai que tout dépend du monde dans lequel on veut vivre aussi. Donc Fabien Renaud a parlé tout à l'heure. Quand on a voulu tout externaliser en Chine en pensant que ça allait être la bonne chose. Maintenant, on part sur autre chose. On veut tout robotiser en pensant que ça sera bien pour l'humain. Et après, on est capable de se trouver toutes les justifications nécessaires ou penser que des gens sont capables de changer leur métier. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, moi, dans cet esprit. On peut avoir une logistique et une supply chain qui se développent, mais on peut aussi avoir des postes qui sont des postes à valeur ajoutée, hein, des manutentionnaires, des préparateurs de commandes. C'est encore important, voilà. Mais je suis peut-être à contre-courant aujourd'hui sur ces aspects-là. De toute façon, le pragmatisme reste la règle. Et puis dans l'industrie, je pense qu'on a constamment le quotidien qui nous rappelle, voilà, les choix sont les bons. Donc, le témoignage de praticien fait toujours foi. Samuel, lors de la SITL, vous nous avez monté, on en parlait au début de cette émission, un vrai entrepôt 4.0. En 2 minutes, qu'est-ce qu'il y avait? On soulève le capot de l'entrepôt 4.0. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? On trouve un certain nombre d'éléments que vous avez déjà évoqués là, tout de suite. Là, et je vais juste rebondir sur la partie cobotique, parce que finalement, on évoquait un peu ces entrepôts complètement automatiques, mais il y a un existant, et du coup, il y a un accompagnement des clients sur l'existant. Et l'accompagnement commence par finalement des solutions qui vont permettre à l'humain de se décharger de certaines tâches compliquées sans avoir à transformer complètement l'entrepôt. Et ça, c'est ce qu'on appelait, nous, dans l'entrepôt 4.0, le modèle de maturité. Parce que les entrepôts, les environnements ne sont pas tous au même niveau de maturité. Et donc, il y a un parcours à faire, un investissement pour que ce soit humain et technique, parce qu'il faut aussi accompagner l'humain sur ce changement. C'est clé, en fait. Et donc, l'idée, c'est aussi d'imaginer, finalement, en partant actuellement peut-être de la saisie discrète qu'on fait dans les entrepôts classiques, vers de la saisie manuelle plutôt, vers de la saisie discrète qui serait plus automatisée, quoi. Donc ça, c'était un des éléments de l'entrepôt 4.0. C'est cette notion de comment on évolue d'un état à un autre. Et puis un autre sujet était relatif à ce que j'évoquais initialement, c'est on a un certain nombre de questions, de cas d'usage qui sont exprimés. Et du coup, à travers ça, on a des partenaires qui réfléchissaient donc sous le capot à qu'est-ce qu'on peut offrir en termes de solutions de prédiction autour de l'intelligence artificielle avec des solutions concrètes qu'on peut mettre en place aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut offrir en termes de solutions pour gérer les litiges, pour éviter les erreurs de préparation. Enfin, voilà, toutes ces questions qui sont autour de ça avec ces partenaires autour de l'entrepôt 4.0. Il nous reste peu de temps, moins d'une dizaine de minutes. J'aimerais qu'on finisse par 30 secondes de tendance. J'ai à côté de moi une grande timide, Virginie, qui n'a pas réagi. Ah non, elle n'a pas de micro, mais il y a que… Bon, par rapport à tous ces mots-clés déjà, est-ce qu'il y a une réaction? Voilà, est-ce qu'on a à peu près couvert? Est-ce qu'il y a d'autres mots-clés aussi qui viendraient spontanément, mais déjà peut-être une réaction sur ce tour d'horizon des innovations? Donc, déjà, par rapport effectivement à la robotisation des entrepôts, j'ai géré des entrepôts complètement automatisés. Et la contrainte est quand même d'avoir des produits standards, c'est-à-dire d'avoir des cartons de la même dimension, des sacs de la même dimension, d'avoir une identification qui soit vraiment complète et fiable pour que le système fonctionne bien. Ouais, ça on a vu d'ailleurs nos amis de Panasonic qui maintenant carrément sur des chaînes de picking sont capables de vous envoyer une image pour que, par exemple, les équipiers n'aient plus à lire l'étiquette et se tromper, mais directement coloriser un carton en bleu, en vert. Enfin, on voit des innovations qui sont assez époustouflantes. Un mot là-dessus, ou sur d'autres innovations. Tout à fait, mais il y a toujours une question de retour sur investissement. Donc là, on prend un cas de Panasonic, c'est bien. Vous allez dire qu'on a une petite société, une petite PME qui fait quelques millions ou quelques dizaines de millions d'euros, il ne faut pas se leurrer. Alors peut-être que ce sera le cas le plus fréquent après, donc une organisation fréquente dans les années qui viennent, mais aujourd'hui, ça coûte tellement cher qu'on va rester avec un humain et qui va aller faire son picking à la main. D'accord. Oui, c'est beau, c'est bien, mais il y a quand même un retour sur investissement qui est à prendre en compte. Michel le disait, il y a l'obsolescence qui va arriver sur tous les systèmes qu'on a, mais même la mise en œuvre, ça peut coûter très cher. Effectivement, rappelons-le, un petit mot rapidement. Alors, on commence ces tours de table de conclusion. Il y a peut-être l'obsolescence, mais il faudra peut-être aussi anticiper les recyclages et peut-être tout ce qui pourra être
régénératif, c'est-à-dire qu'on peut réutiliser sous une autre forme de manière à ce qu'une ressource ait plusieurs usages. En fait, une supply chain à usage de l'économie circulaire, de la valorisation des ressources et de la proximité, locales. parce qu'on se rend compte que tout expatrié ou tout éloigné, c'est bien, mais malheureusement, quand on a besoin d'une action efficace, rapide, parce qu'il y a des besoins qui sont parfois un peu perturbés par les circonstances comme la situation actuelle, il faut peut-être rapprocher et être plus autonome et être dans la proximité. Et de la sobriété, surtout. Un axe d'évolution, effectivement, avec ici même, sur le salon Industria, vous pouvez nous rejoindre jusqu'à demain soir, de belles démos, de belles innovations au service de ces nouveaux modèles industriels. On continue les tours de table de conclusion. Est-ce qu'il y a un message que vous auriez aimé adresser, que vous n'auriez pas encore traité? Est-ce qu'il y a un mot-clé qui n'a pas été cité? Je pense notamment à tout ce qui est TMS, place de l'humain, etc., le respect, enfin toute une série d'outils ergonomiques aussi qui changent un peu nos métiers. On peut parler d'exosquelettes pour accompagner les opérateurs, ceux qui font du picking dans le porter des charges lourdes ou simplement des moves répétitifs, adapter les différents outils. J'ai l'impression que la supply chain, depuis quelques années maintenant, je travaille en son sein, elle est agile, a toujours su se transformer et s'adapter à toutes les contraintes qu'elle a pu rencontrer. La robotisation, les co-robots qui ont été évoqués tout à l'heure. Et après, je rejoins Virginie sur la standardisation. Voilà, nous, on a monté un nouvel entrepôt très récemment. On aurait voulu aller plus loin. Mais maintenant, après, il y a les contraintes techniques qui nous ont pas permis. Mais par contre, je rejoins également monsieur en face de moi sur le besoin d'un système d'information très fort pour pouvoir accompagner la transformation. Un grand merci. Merci d'avoir participé à cet échange. Tour de table des conclusions. Alors, allons-y, c'est parti. Michel. La conclusion, moi, j'aurais tendance à dire que cette supply chain de demain, elle ne pourra être que plus frugale en énergie sur la chaîne globale de création de valeur. Et donc, ça fait partie de la relocalisation aussi. Globalement, on ne pourra pas faire une supply chain qui sera consommatrice de grandes quantités d'énergie. Donc, il faut vraiment qu'on réfléchisse sur cet axe-là, la frugalité et moins consommer sur toute la chaîne logistique. Un grand merci pour cet éclairage suite des conclusions qui s'y collent. À distance, peut-être, Samuel, par exemple, ou Yann. Oui, je rejoins ce qui est évoqué. C'est sûr, la frugalité, c'est clé. D'ailleurs, c'était un des éléments qui était évoqué lors d'un événement IoT World où on parlait aussi de la frugalité des objets, donc de la même façon dans la supply chain. Et puis, moi, l'autre élément qui me semble important, c'est de la capacité à avoir la meilleure visibilité. Ça rejoint ce qui a été évoqué sur un SI très fort, donc une capacité à remonter l'information digitale de la supply chain. Un grand merci. Samuel, vous restez avec nous parce que dans quelques instants, vous ferez partie des jurés et également, vous allez commenter les solutions qui seront présentées lors des sessions de pitch. Allez, un petit mot de conclusion, puis là, bientôt, nos candidats, Virginie et Fabien, vont se mettre en place parce qu'ils vont eux-mêmes pitcher leurs solutions et leurs cas réels. Alors, qui s'y colle? Virginie, un petit mot de conclusion. Alors, pour aller chez des clients, justement, visiter les clients et voir comment ils fonctionnent, on voit que les entreprises ont plein d'initiatives, effectivement, pour aller vers une supply chain beaucoup plus verte. Et il y a plein de choses qui se mettent en place. C'est vrai que c'est un domaine qui est motivant, qui est passionnant et il y a encore plein de choses à faire à l'avenir dans la supply chain. Plein de choses à faire et on sera là pour suivre tout ça. Allez, même question pour Fabien. Conclusion. La supply chain, c'est quand même la colonne vertébrale d'une entreprise et il faut qu'elle évolue avec son temps. Donc, arriver, comme le disait Michel, à faire sa transition énergétique, être plus frugal et surtout rester toujours agile pour s'adapter aux besoins du marché, aux besoins surtout des clients. Donc, est-ce que c'est les modèles d'hier qui doivent perdurer ou est-ce qu'il va falloir les retransformer complètement pour s'adapter à des marchés courts, aux enjeux climatiques qu'on peut rencontrer? Ça, chacun va devoir le voir. On en parlera, souhaitons-le, sur le plateau télé d'Industria. Merci beaucoup pour cet éclairage.
conclusion. On aura peut-être, si on a le temps, l'opportunité d'en reparler. Gilles Solar, à quelques minutes maintenant de notre session de pitch, vous serez également un des jurés et vous offrez traditionnellement une interview pour les lauréats dans les colonnes de stratégie logistique. Un mot de synthèse, un mot de conclusion ou un thème que vous auriez aimé évoquer et qui n'a pas été traité? Moi, ce que je voulais dire, c'est que Stratégie Logistique prépare ses 25 ans l'année prochaine et que nous avons l'intention de réaliser un dossier sur 25 technologies disruptives qui ont révolutionné la logistique, voilà, au XXIe siècle. Donc, avis aux amateurs, avis à la communauté, rapprochez-vous de la rédaction de Stratégie Logistique, parce que si vous êtes convaincu que votre technologie va également révolutionner le XXIe siècle, eh bien, les équipes de Gilles sont à votre écoute. Et pas plus tard que dans quelques instants, puisque 3 candidats seront physiquement là. Également, Vincent Faux, le Supply Chain Manager d'Arco Pharma, va également nous rejoindre. Je ne sais pas s'il est déjà avec nous dans la salle. À distance, eh bien, les membres du jury. C'est dans quelques instants. Donc, merci de nous avoir suivis sur le canal du Village francophone. Merci d'être ici présent sur le plateau d'Industria. On se retrouve tout de suite pour une session de 10 pitchs, 10 solutions innovantes. Ils auront 90 secondes chacun pour vous convaincre. Ils vous présenteront une technologie, une solution, un cas réel, une expertise. Ça sera ici même, ça sera à distance, ça sera en figital, comme on dit maintenant quand on veut faire le malin. En tout cas, merci et à tout de suite à l'antenne d'Industria et du Village francophone. Merci.